Hello mes hockey fans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un style plus rétro hockey. Alors on va parler d'une transaction qui aurait pu avoir eu lieu et là on va se situer dans le milieu des années 90. Pour les plus jeunes d'entre vous, ben, sachez que je vais vous dire à peu près le style de joueurs qui étaient les différents joueurs impliqués. Puis pour ce qui est des statistiques, si vous n'êtes pas capable de les lire sur mon tableau, je vais vous les dire. Inquiétez-vous pas pour ça. Avant toute chose, j'aimerais mentionner que je suis présent sur différents réseaux sociaux, soit YouTube, TikTok, Twitter et Instagram sous le nom de HockeyFan514. Vous pouvez utiliser le hashtag HF514 et vous allez me retrouver. Vous pouvez même faire le hashtag direct sur Google puis vous allez retrouver différentes de mes publications à partir de Google directement. Alors, là, on se transporte, on est dans le milieu des années 90. On a à l'époque un gardien de but qui est un gardien de but étoile chez le Canadien de Montréal, qui est Patrick Roy. Dans le cas de Patrick Roy, c'est un gars qui a réussi à donner 2 Coupes Stanley aux Canadiens, 86-93. Il a révolutionné la position de gardien de but parce qu'à l'époque, le style stand-up était très populaire. Donc, c'était l'idée que le gardien de but collait ses 2 jambes ensemble comme ça. Puis quand besoin il y avait, il mettait un genou à terre à la fois, genre, fait qu'il se mettait comme sur le côté pour faire ses arrêts comme ça. Ça, c'était le style qui était peut-être le style le plus populaire, quoi, qu'il y avait des styles hybrides qu'on appelait, là, qui étaient à peu près n'importe quoi. Pour ceux qui se rappellent un gardien de but comme Dominique Hachek, là, que je veux dire, il se pitchait à terre, il lançait son bâton. Bon, il y en avait qui avaient à peu près n'importe quoi, mais le plus populaire, c'était le stand-up. Dans le cas de Patrick Roy, lui, il n'a pas inventé le style, mais il a popularisé le style butterfly qu'on appelle papillon, qui est le principe que le gardien de but a les genoux légèrement pliés, comme ce que Carey Price a en ce moment, c'est-à-dire qu'il est légèrement plié, puis qu'il est prêt à tout moment à se jeter directement sur la glace. L'idée, en fait, est en soi fort simple. Patrick Roy, lui, il avait compris, bon, du moins, il avait interprété que, je pense, à environ 80% des buts dans la LNH se marquaient à même la glace, donc directement au sol. Fait que lui, dans sa logique, s'il était déjà près du sol, puis qu'il se mettait rapidement au sol avec les 2 jambières le plus le collé l'une à l'autre, puis le plus étendu, il allait bloquer à peu près 80% des probabilités de but. Alors, c'était une logique qui avait beaucoup de sens. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que Patrick Roy, c'était aussi un caractère très bouillant. C'était un gars qui était exigeant envers lui, mais il était aussi exigeant envers les autres. Et c'est un gars qui était difficile à gérer à cause de son caractère beaucoup trop bouillant. Il y a une histoire qui raconte qu'à l'époque où justement Patrick Roy jouait avec l'Avalanche Colorado, il aurait littéralement défoncé le bureau de son entraîneur-chef à l'époque, Mark Crawford. Donc bref, c'est un gars qui avait beaucoup de caractère. Dans le cas de Serge Savard était le directeur général du Canadien de Montréal, mais il aura été en 95-96, genre 4 matchs. En début de saison, il est renvoyé, puis il est remplacé par Régent Hull. Régent Hull va conclure la vraie transaction. Et cette vraie transaction-là qui envoie Patrick Roy à l'Avalanche Colorado sera Patrick Roy et le capitaine du Canadien de l'époque, Mike Keane, qui sont échangés à l'Avalanche Colorado en échange de Martin Ruzinski, Andrei Kovalenko et le jeune gardien de but Jocelyn Thibault. Ça, c'est la vraie transaction. Sauf que Serge Savard, semble-t-il, dans sa biographie, il l'avait mentionné, et récemment, Stéphane Fizet en a encore parlé au podcast La Poche Bleue. Serge Savard avait une transaction, il y avait un accord de transaction avec le DG de l'époque, Pierre Lacroix, puis Pierre Lacroix, c'est l'ancien agent de Patrick Roy, donc ça l'explique pourquoi est-ce que Roy a été avec l'Avalanche Colorado, ou pourquoi ça a été plus évident de faire une transaction avec l'Avalanche Colorado. Donc bref, Serge Savard, dans sa biographie, le mentionne, mais c'était déjà connu comme quoi, lui, il avait de l'intérêt envers Owen Nolan. Il n'était pas intéressé à Martin Ruzinski, c'était Owen Nolan. La transaction que Serge Savard avait dans ses bagages, et que c'était une question de jours, à la limite peut-être une semaine, c'était Owen Nolan, Andrei Kovalenko et Stéphane Fizet, qui est envoyé à Montréal en échange de Patrick Roy. Point à la ligne. Pas de Mike Keane là-dedans. Dans le cas de la transaction réelle et de la transaction de Serge Savard, qui n'a pas été conclue finalement, qui a été avortée, les deux impliquent Kovalenko. Fait que j'annule Kovalenko, je ne le mets pas dans la balance ici. Je vais juste mettre la transaction réelle de Régent Hull, soit Martin Ruzinski et Jocelyn Thibault. Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Canadiens de Montréal? Et qu'est-ce que Owen Nolan et Stéphane Fizet auraient pu apporter dans le cas de la transaction avorté de Serge Savard aux Canadiens de Montréal. Les statistiques que je vous ai mis ici, c'est les statistiques avec les équipes qui ont suivi leur présence avec l'Avalanche Colorado. Donc en gros, ce que j'ai pris moi comme considération, c'est que Owen Nolan aura joué, je pense, 7 saisons et pratiquement 8 saisons avec les Sharks de San Jose. Donc, je suppose que s'il avait été transigé à Montréal, il aurait été fidèle à l'organisation pendant la même période de temps. Et exactement la même logique pour ce qui est de Stéphane Fizet. Du côté du Canadien de Montréal, je prends en considération le temps que Martin Ruzinski a joué avec le Canadien de Montréal et le temps que Jocelyn Thibault a joué avec le Canadien de Montréal. Donc, c'est ce qui fait que ça me permet de faire une comparaison de l'impact que Ruzinski a eu pour vrai avec le Canadien et que Owen Nolan aurait pu avoir avec le Canadien.
Les statistiques que j'ai mis en rouge ici, c'est qu'en fait, le joueur est supérieur à ce niveau-là au niveau statistique. Les statistiques que j'ai mis en bleu, c'est qu'en fait, le joueur est moins bon au niveau statistique que celui à qui je l'oppose. Et par la suite, les positions que j'ai mis ici, ben, c'est en fait les positions où aurait terminé Owen Nolan s'il avait été chez le Canadien de Montréal avec ses points, avec ses rendements qu'il avait obtenus. Alors, ça nous donne une idée approximative. Voici donc ce qui serait arrivé s'il advenait que Serge Savard avait complété la transaction de Patrick Roy et non Régent Hall. Allons-y. Alors, pour la saison 1995-96, Owen Nolan a été transigé quand même plus rapidement dans la saison. Lui a été transigé aux Sharks de San Jose, alors que Martin Ruzinski a été transigé un petit peu plus tard au Canadien de Montréal. C'est ce qui explique la différence de match de jouer. Ben bon. Donc, en 1995-96, si disons Owen Nolan avait été transigé au moment où il a été vraiment transigé, mais qu'il aurait été à Montréal au lieu d'aller à San Jose, Owen Nolan aurait terminé 4e meilleur pointeur de l'organisation du Canadien de Montréal. Avec un total de 72 matchs, il aurait eu 29 buts, 32 passes, 61 points, 137 minutes de pénalité. La raison pour laquelle j'ai les minutes de pénalité d'Owen Nolan et non Martin Ruzinski, c'est parce que Owen Nolan, c'est un joueur qui est un joueur surtout physique. C'est un gars qui était costaud, qui n'avait pas peur de se battre, c'est un gars qui était capable de compter des buts. Dans le cas de Martin Ruzinski, ben, c'est un Européen, puis à l'époque, ben, disons que le style de hockey nord-américain était plus violent, donc il y avait beaucoup d'accrochages, il y avait beaucoup de batailles. C'était plus approprié pour Owen Nolan que pour Martin Ruzinski. Martin Ruzinski, il venait de l'Europe où c'était un style de jeu qui ressemble plus à aujourd'hui, donc un style de jeu qui est un jeu de transition ou plus ouvert, on patine plus, possession de rondelles, etc. Fait que c'est un style de jeu qui était un peu différent. Dans le cas de Martin Ruzinski, on le voyait plus comme un skills au niveau offensif. Dans le cas d'Owen Nolan, ben, on avait peut-être moins vu ça, on savait qu'il y avait un potentiel offensif, mais on savait surtout qu'il était fort physiquement et qu'il était capable de se battre, qu'il n'était pas gêné pour la LNH de cette époque-là. Alors bref, on se lance. Dans le cas d'Owen Nolan 95-96, on parle de 29 buts et de 61 points. Mais honnêtement, Martin Ruzinski avec le Canadien de Montréal à la saison 95-96, 56 matchs, 25 buts, 35 passes, 60 points. Donc c'est pratiquement la même affaire. C'est la raison pour laquelle je vais donner cette saison-là à Martin Ruzinski. Parce que Martin Ruzinski a joué moins de matchs avec le Canadien que Owen Nolan en a joué avec les Sharks. Ce qui fait que Martin Ruzinski, pour la première saison 95-96, était plus intéressant. Donc la vraie transaction était plus intéressante que celle qui a avorté de Serge Savard. Maintenant, à la deuxième saison, la saison 96-97, si Owen Nolan avait joué pour le Canadien, il aurait terminé 3e pointeur de l'organisation, ce qui est excellent. 72 matchs, 31 buts, 32 passes, 63 points, 155 minutes de pénalité. Déjà, juste avec la présence physique, Nolan apporte quelque chose que Ruzinski n'apporte pas. Mais là, 31 buts, 32 passes, 63 points. La saison 96-97 de Ruzinski, 72 matchs, 28 buts, 27 passes, 55 points. On est à près de 10 points de plus du côté d'Owen Nolan. Alors, cette saison-là, excusez-moi, on donne l'avantage à la transaction avortée. C'est Owen Nolan qui a la meilleure saison dans les deux. En 97-98, là, ça va être le contraire. En 97-98, Owen Nolan, 75 matchs, 14 buts, 27 passes, 41 points, 144 minutes de pénalité. Du côté de Martin Ruzinski, en 97-98, 78 matchs, 21 buts, 32 passes, 53 points. Là, c'est Ruzinski qui a presque 10 points de plus, même un petit peu plus que 10 points de plus que Owen Nolan. Alors, on donne l'avantage ici à Martin Ruzinski. Ce qui fait que la première saison, Ruzinski, deuxième saison, Owen Nolan, troisième saison, Ruzinski, et après ça, tout se gâche. Donc, pour la saison 1998-99, Owen Nolan, s'il avait été un Canadien, il aurait été le 3e meilleur pointeur. En 78 matchs, 19 buts, 26 passes, 45 points. C'était pas une bonne année chez le Canadien de Montréal à cette époque-là. 129 minutes de pénalité. Du côté de Martin Ruzinski, 73 matchs, 17 buts, 17 passes, 34 points. On est à presque 10 matchs encore. Là, une chose que je dois mentionner, c'est que dans le cas d'Owen Nolan, il aurait joué probablement deuxième trio parce qu'il y avait Mark Recchi à l'époque chez le Canadien de Montréal. Mais honnêtement, à sa première saison, tu avais Pierre Turgeon et Vincent D'Anfous. C'était deux excellents joueurs de centre offensif. Alors bref, il aurait pu challenger Mark Recchi sur le premier trio sans aucun doute. Assurément, ça nous aurait donné en tout cas un bon top 6 au niveau de la droite, ça c'est sûr et certain. Alors bref, on va continuer. Donc, il aurait été le 3e meilleur pointeur en 98-99 avec 45 points. De l'autre côté, on avait 34 points, donc une saison à oublier pour Martin Ruzinski. On a l'avantage à Owen Nolan. En 99-2000, 78 matchs, 44 buts, 46 passes, 84 points, 110 minutes de pénalité. Dans le cas de Owen Nolan en 99-2000, s'il avait joué pour le Canadien, il aurait terminé meilleur pointeur. Et meilleur pointeur de loin. Pourquoi? Parce que le meilleur pointeur cette année-là du Canadien était justement Martin Ruzinski. En 99-2000, 80 matchs, 25 buts, 24 passes, 49 points. 25 buts contre 44, 24 passes contre 46, 49 points contre 84.
totale domination. Non seulement Owen Nolan aurait été le meilleur pointeur du Canadien, mais il aurait été, et de loin, avantage Owen Nolan. Alors là, on a eu un avantage Rosinski. Avantage Rosinski, Owen Nolan, Rosinski, Owen Nolan, Owen Nolan. Par la suite, en 2000-2001, si Owen Nolan avait joué avec le Canadien, il aurait été le troisième meilleur pointeur en 57 matchs, 24 buts, 25 passes, 49 points, 75 minutes de pénalité. Dans le cas de Rosinski avec le Canadien, 57 matchs, 16 buts, 22 passes, 38 points. Encore là, 10 points d'avance. On donne encore une fois l'avantage à Owen Nolan. En 2001-2002, ben là, dans le cas de Martin Rosinski, il va être transigé, il ne fera pas la saison complète. Donc, si Owen Nolan avait joué avec le Canadien en 2001-2002, il aurait été le meilleur pointeur advenant qui aurait joué la saison complète tel qu'il a joué ici avec les Sharks de San Jose. 75 matchs, 23 buts, 43 passes, 66 points, 93 minutes de pénalité. Rosinski a joué juste un bout de saison, 18 matchs, 2 buts, 6 passes, 8 points. Puis par la suite, ben Owen Nolan aura joué une dernière saison en 2002-2003 avec l'organisation des Sharks de San Jose avant d'être transigé aux Maple Leafs de Toronto. En 61 matchs, il avait cumulé 22 buts, 20 passes, 42 points pour 91 minutes de pénalité. Alors, ce que je vous ai fait, c'est une moyenne. Si advenait qu'à l'époque, c'était pas des saisons de 82 matchs par contre, là, mais on va dire une saison qui serait une saison de 82 matchs. Si on rapporte la moyenne de buts et d'assists rapportés sur 82 matchs, qu'est-ce qu'aurait eu de l'air une saison moyenne d'Owen Nolan versus avec les Sharks de San Jose versus Martin Rosinski avec le Canadien de Montréal? Owen Nolan, s'il avait joué en moyenne 82 matchs avec les Sharks de San Jose, donc si, mettons, c'est ça qu'il aurait joué avec le Canadien, là, en 82 matchs, il aurait eu 30 buts, 35 passes, 65 points, 135 minutes de pénalité. 30 buts, ça aurait été exceptionnel. Un gars qui fait en moyenne 30 buts est allé sur 7 ou 8 saisons. C'est excellent, là. Dans le cas de Rosinski, rapporté sur une moyenne de 82 matchs, il a 25 buts, 31 passes, 56 points. Fait qu'on parle quand même d'une différence de pas tout à fait 10 points, 9 points en tant que tel, mais on a quand même un avantage au niveau des points qui est notable pour Owen Nolan, puis le style de jeu physique qui est clairement l'avantage d'Owen Nolan. Si la transaction de Serge Savard aurait été complétée, honnêtement, non seulement le Canadien ne perdait pas son capitaine Mike King, mais en plus, il allait chercher plus de buts, plus de points, plus de minutes de pénalité en Owen Nolan. Et Owen Nolan aurait remporté au total 1, 2, 3, 4 saisons sur 6 qu'on peut vraiment comparer entre les deux joueurs. Là. Fait 4 saisons sur 6 versus Martin Rosinski. Ça aurait été clairement plus avantageux pour le Canadien de Montréal d'avoir Owen Nolan que d'avoir Martin Rosinski. Maintenant, au niveau des gardiens de but, est-ce que le Canadien aurait perdu beaucoup dans la transaction avortée de Serge Savard versus la transaction réelle de Régent Houle? Ben, c'est Stéphane Fiset qui aurait été impliqué dans la transaction de Serge Savard. Et dans le cas de Stéphane Fiset, il est un petit peu plus vieux. Je ne me rappelle plus exactement son âge. Là. Je pense que je ne l'ai pas marqué. Là. Mais il était un petit peu plus vieux. Là. Je pense qu'il était comme mi-vingtaine. Puis Jocelyn Thibault, il avait 20 ans. Genre. Fait un petit peu plus vieux, mais quand même! C'est un gardien de but qui avait de l'expérience puis qui avait des bonnes stats depuis le début de la saison. Ça allait bien pour Stéphane Fiset. Alors, Stéphane Fiset, il a joué avec les Kings de Los Angeles. Donc, la saison, là, il a complété la saison 95-96. Après ça, il a été échangé parce qu'il ne voulait pas être auxiliaire Patrick Roy pour le restant de sa carrière. Donc, avec les Kings de Los Angeles, il a rejoué à 4 saisons et des poussières. 200 matchs, 80 victoires, 2,82 de moyenne, 907 d'efficacité. Jocelyn Thibault avec le Canadien de Montréal aura joué 4 saisons. Donc, à peu près le même principe pour ce qui est du nombre de matchs. Pas du nombre de matchs, mais du nombre de saisons. Dans son cas, à lui, c'est 158 matchs, donc il a joué un petit peu moins de matchs, ce qui explique le 67 victoires versus 80, on pourrait dire à la limite. Là. Mais, une moyenne de 2,73, 908. 2,73, 2,82, t'es pas nécessairement très perdant. Puis 908, 907, sensiblement la même chose. Donc oui, il y aurait eu une différence d'âge, mais au final, Stéphane Fiset, fait anecdotique, c'est qu'il est transigé au Canadien. Après, ça passe chez les Kings de Los Angeles, là. Mais c'est ça, c'est que le Canadien n'aurait pas vraiment été perdant au niveau des gardiens de but. Kovalenko, ça s'annule en plus. Donc, tu sais, il n'aurait pas perdu son capitaine, puis il n'aurait pas été perdant vraiment au niveau des gardiens de but. Il aurait eu sensiblement la même chose, mais avec un gardien qui est un petit peu plus vieux, mais que finalement, ils n'ont pas gardé plus longtemps. Ils n'ont pas gardé plus longtemps que Fiset, il restait avec Los Angeles. Fait que oui, il était peut-être plus jeune, mais ça a-tu vraiment rapporté quelque chose d'avoir un gardien de but plus jeune? Pas vraiment. Alors, dans le cas ici de cette transaction-là, moi, je donne la très grande avantage à la transaction avortée que Serge Savard avait conclue, mais qui malheureusement n'a pas été officialisée. On aurait eu à Montréal un très gros power forward qui était prêt de se battre. Quel dommage! Alors,
Alors, voici donc ce que j'avais à vous présenter concernant cette fameuse transaction avortée-là de Serge Savard. Finalement, malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Alors, j'aimerais savoir votre opinion à vous. Est-ce que vous préférez la transaction réelle? Est-ce que vous auriez préféré voir la transaction de Serge Savard? Est-ce que vous avez connu le hockey à cette époque-là? D'ailleurs, si vous êtes jeune, vous avez probablement connu aucun des joueurs que je vous ai parlé. Alors, bref, sachez que Jocelyn Thibault et Stéphane Fiset, c'était quand même relativement des bons gardiens de but, les deux. Ni un ni l'autre est un Hall of Fame, puis ni un ni l'autre a été superstar, mais les deux ont été quand même des stars dans la LNH. C'était des gars qui étaient connus dans la LNH. Mais c'était pas Patrick Roy. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Dans le cas d'Owen Nolan, c'était un gars qui était quand même connu aussi, là, très connu au niveau de la LNH. C'était un bon joueur au niveau de la LNH. Rosinski a été plus subtil, mais comme je vous dis, le style de hockey était différent à l'époque. Donc les joueurs qui n'étaient pas vraiment physiques étaient peut-être un peu moins glorifiés que les joueurs qui étaient capables de se battre. Alors bref, c'est mon point. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette transaction-là? Vous donnez l'avantage à la transaction avortée, la transaction réelle? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors sur ce, je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. On n'oublie pas d'y donner un j'aime si vous l'avez aimé, de la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, TikTok, Twitter ou Instagram. Partout, c'est HockeyFan514. J'utilise le hashtag HF514. Alors, abonnez-vous, activez la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. On se revoit prochainement. Merci.